Chance, viens. Les astronautes du Nostromo sont sortis de leur biostase par maman, l'ordinateur de bord, qui a détecté un signal sonore inconnu. L'équipage est tenu contractuellement d'enquêter sur la possibilité de toute vie extraterrestre. Le Nostromo va donc se poser sur une petite planète et y rencontrer l'horreur. Alors tout a été dit sur Alien, hein. C'est un film qui a été vu, revu par tout le monde. Je ne vais pas vous exposer des multi-analyses comme le font beaucoup de monde, où ils vont chercher midi à 4 heures. Moi j'ai découvert dans les années 80 comme tout le monde, j'ai lu toutes les interviews possibles et imaginables, personne n'allait chercher midi à 14 h à l'époque, donc je vais rester là-dessus et vous faire un petit peu voyager vers les étapes du tournage du film, ce qui m'intéresse le plus, hein, comment on en est arrivé là, parce que l'idée de départ et le final, c'est quand même, il y a un gouffre, il y a un monde. Dallas, maman veut te parler. Ah oui, j'ai vu, quand il y a la lumière jaune, c'est pour moi. Donc Alien, hein, de Ridley Scott, un film d'une année, film d'une décennie et bien sûr plus, intemporel, magnifique. Alien est un vrai chef-d'œuvre du cinéma dans sa technicité, son histoire, l'inventivité déployée et ses acteurs. Après 2001, l'Odyssée de l'espace, hein, de Stanley Kubrick, et bien sûr Star Wars de George Lucas, c'est un bond phénoménal dans la science-fiction, avec Alien se rapprochant plus de John Campbell, A.E. Van Vogt et Isaac Asimov que de Flash Gordon. C'est un des premiers vrais films d'épouvante dans l'espace, hein, d'un réalisme noir, mais qui nous laisse 30 ans après toujours scotchés à nos sièges. Où est la Terre? Tu devrais le savoir. Ce n'est pas notre système solaire. Alors il y a des scènes chocs, et bien sûr la photographie est absolument maîtrisée, vraisemblable au possible par le quotidien des personnages. Alien nous laisse sans voix dès sa sortie. L'empreinte du peintre suisse Hans Rudi Giger sera fondamentale bien sûr pour le film. Le vaisseau extraterrestre et surtout bien sûr l'alien biomécanique va nous surprendre et amener le degré de peur inattendu à la première vision du film. Ici véhicule commercial de remorquage Nostromo venant des Solomons. Numéro 180. Donc à l'automne 1978, hein, il était impossible de rentrer dans les studios de Shepperton en Angleterre. La Fox interdit toute personne non autorisée à rentrer dans ces bâtiments où se tourne le nouveau film de science-fiction de Ridley Scott, Alien. Ici véhicule commercial de remorquage Nostromo venant des Solomons. Numéro 1809. Seulement 3 lieux, mais quels lieux, hein? Le Nostromo d'abord, hein, bien sûr, le vaisseau, la planète alien et bien sûr le vaisseau étranger. Branche-nous. Merci. Dans le Nostromo, il faut le savoir, tout fonctionne, ou presque, hein, il n'y a qu'à voir le poste de pilotage, ses écrans et tous ses boutons et ses lumières pour en être persuadé. Aucune force Ça, c'est d'attraction. incroyable. Qu'est-ce que nous faisons si loin de la Terre? Donc Dan O'Bannon, hein, qui avait travaillé avec John Carpenter sur Dark Star, où la première petite idée d'Alien avait germé dans son esprit, qui essaye de monter le film Dune depuis un moment avec Alejandro Jodorowsky, dont je parle dans la vidéo. Le film est bien sûr annulé à l'époque, hein, donc O'Bannon se retrouve sans un sou, rentre aux États-Unis, et malgré les efforts fournis avec plusieurs sommités du monde artistique, hein, comme Jean Moebius Giraud ou H.R. Giger et bien sûr Chris Foss. Dis donc, je te signale que c'est ma place, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Ouais, merci. Pardon. Il va dormir chez son ami Ronald Chaussette pendant une petite dizaine de jours. Ils vont commencer à écrire une histoire basée sur 2 anciens scripts. Le premier, Memory, qui correspond à peu près à la première partie du film, et le deuxième, qui était une idée de base où un Gremlins rentrait dans un bombardier B-17 et faisait chier le pilote pendant qu'il volait. Il semble qu'elle ait intercepté une émission d'origine inconnue. Elle nous a réveillés pour qu'on vérifie. Donc le scénario au départ s'appelle Star Beast, hein, la bête des étoiles. O'Bannon va à nouveau du coup contacter plusieurs producteurs. Hein. Il va demander à Giger de travailler sur un monstre inédit. O'Bannon va aller voir le futur créateur des décors de Conan le Barbare, Ron Cobb, hein, qui avait travaillé sur Star Wars, pour lui demander de travailler sur quelques dessins préparatoires afin de vendre le film à tout le monde.
La peine est la suppression des primes de fin de voyage. Pas de primes. Donc la science-fiction étant vraiment la nouvelle norme à Hollywood et tout le monde en veut, plein de studios sont bien sûr intéressés, mais c'est la firme Brandywine, menée par Gordon Carroll, David Giller et Walter Hill, cinéaste bien connu avec son 48 heures et plein d'autres films, qui vont s'y intéresser le plus. La Fox va signer avec Brandywine et tout va s'enchaîner très rapidement. Oui. Alors, au travail. Eh ben oui, et ben voilà, au travail. Tu viens? Un budget d'abord de 8 millions de dollars. Alors quand on voit 8 millions de dollars et le résultat final, effectivement, ça calme, il faut le dire. Ça peut sembler quand même anémique, surtout quand on voit le résultat à l'écran. Et plus de 300 personnes vont être embauchées au plus lourd du travail. AD407. 2, Lâchez tout. 1. Nick Halder, qui va travailler bien sûr sur la forteresse noire de Michael Mann, et Brian Johnson vont s'occuper des effets spéciaux optiques fondamentaux, avec des maquettes allant d'un petit modèle du Nostromo qui faisait déjà 35 cm, et des pièces bien plus énormes, dont une de 4 mètres. 12, 11, 11, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7. Mais O'Bannon va être bien sûr déçu par l'expérience, comme d'habitude, puisqu'il pense qu'on va lui laisser le libre arbitre et son histoire, on va pas y toucher. Non, Walter Hill et David Giller vont retravailler ce scénario, vont rajouter par exemple H l'androïde, ce qui est une putain de très bonne idée, et vont engager Ridley Scott, réalisateur qui n'avait qu'un film à son actif, Les Duellistes. Alors bon, bien sûr, quel film, bordel de merde, mais il était surtout connu pour son travail sur la publicité. Décrochage effectué. Alors il faut le savoir, Ridley Scott n'avait aucune connaissance de la science-fiction, il s'en foutait, ça ne l'intéressait pas. Heureusement, le futur va faire qu'il va continuer, mais il va nous lâcher une œuvre rare, une œuvre complète et définitive sur le genre. L'équipe donc de Dune d'Alejandro Jodorowsky va donc se rassembler. Moebius va faire quelques dessins pour les costumes et va vite rentrer en France. Ce sont surtout les tenues d'astronautes qui vont être retenues et reconnaissables, celles qu'enfile Ripley à la fin dans la navette spatiale. On peut pas se tromper, c'est du Moebius. Ron Cobb et Chris Foss, eux, vont travailler ensemble sur le Nostromo et la navette de sauvetage, le Narcissus, avec leurs dessins. Giger va donc travailler lui sur le vaisseau extraterrestre, dont les entrées font penser à des vagins. Tout le vaisseau n'est qu'os et colonne vertébrale. Il s'occupe aussi de la planète, des 3 phases de transformation de l'alien, le chestburster, le facehugger, mais aussi la superbe, magnifique créature adulte. Donc le Nostromo, ce vieux rafistolé qui a vécu, ça se sent, ça se voit, c'est magnifique, les décors sont absolument hallucinants, on a envie de se promener là-dedans. C'est aussi des milliers de dessins, des heures de travail, des tonnes d'imagination par le grand Ron Cobb ainsi que Chris Foss. Son talent qui sera encore plus salué sur Conan le Barbare de John Milius se concentre ici sur les vaisseaux extraterrestres, plus précisément les intérieurs, la partie extérieure étant donnée à Chris Foss. Il va essayer le plus possible de se rapprocher de toutes les phases d'un tournage afin de s'en imprégner, ce qui l'aidera beaucoup sur Conan. Les deux hommes vont finir par travailler en commun sur l'intérieur et l'extérieur. Le Nostromo va devenir un remorqueur de l'espace grâce à une idée de Ridley Scott, qui valide les dessins et propose aussi les siens aux grandes dames des producteurs et des 2 derniers, Ron Cobb et Chris Foss. La superficie du vaisseau est bien sûr énorme, et il traque en plus une énorme plateforme de raffinage qui fait, elle, à peu près 3 km de long sur 2 de large. Il y en a bien pour 17 heures d'élu. Il y en a au moins pour 25 heures. Les maquettes vont prendre du temps, elles seront faites en plusieurs étapes et comme souvent au cinéma, seront constituées de morceaux de cuirassés, de tanks, voire de bombardiers de la Seconde Guerre mondiale. Ah, est-ce que tu
vois ça? Donc il y aura 3 versions du Nostromo qui seront créées, hein, une de 35 cm, une 4 fois plus grande pour les effets des réacteurs, et la dernière pesant plus de 7 tonnes, pour les prises de vue bien sûr avec les acteurs. Les maquettes furent filmées très lentement pour avoir la meilleure netteté possible sur la maquette. Ils n'ont pas peur de montrer les détails, et cette sensation surtout de lourdeur. L'intérieur du bâtiment est lui travaillé très minutieusement et ça se voit, mais dès le premier plan, on est dans quelque chose où ça vit. On sait que les gens y vivent et on peut y vivre. C'est l'aspect le plus réaliste possible. Vous avez des tuyaux, vous avez des autocollants, des décalcomanies, des petits scotch. Enfin voilà, vous avez tout ce qui fait que voilà, les manettes à plusieurs endroits, les écrans, les lumières qui rendent le poste de pilotage réel et immersif, hein, il faut le dire, et surtout réduit à son maximum, hein, pour un effet claustrophobique, parce que on le voit quand ils pilotent, ils n'ont que très peu d'espace. Cet effet claustrophobique est des plus probants, comme le voulait Ridley Scott d'ailleurs. Chaque bouton a un rôle bien défini, il faut le savoir, hein, et fonctionne. Il n'y a qu'à voir Dallas quand il rentre pour aller voir l'ordinateur de bord qui s'appelle Maman, hein, il appuie sur les boutons, le truc s'ouvre et tout. C'est pas des gars qui appuient sur les boutons, non, Tom Skerritt arrive, il appuie sur les 3 boutons qu'on lui a dit, ça s'ouvre, il prend le truc, il le met dans le machin, hop, c'est fini, ça marche. Et c'est pareil pour tous les outils, hein, le lance-flamme fonctionnait vraiment. Alors au départ, hein, la planète comportait bien le vaisseau extraterrestre et son pilote, mais aussi il y avait une pyramide dans laquelle l'équipage allait trouver bien sûr tous les œufs. Donc cette pyramide devait servir de refuge aux aliens, hein, ainsi qu'une fresque représentant tous les stades de transformation de l'alien. Le film n'ayant pas un budget élastique, hein, puisque la Fox a donné un budget pas prévu de l'augmenter, Ridley Scott va abandonner l'idée de la pyramide, hein, et surtout l'idée de faire un film de 3 heures, ce qui était son idée de départ. Il faut savoir qu'O'Bannon pensait en donnant son script que ça ne serait qu'un petit film, mais vraiment un petit film de série B avec un petit monstre, un peu comme Dark Star, mais un peu plus beau parce que beaucoup plus d'argent. Et Ridley Scott, lui, va faire carrément l'inverse. Il va faire un film incroyable et démentiel. Donc autant Ridley Scott veut faire un film beau et de 3 heures et ne pas pouvoir, hein, c'est peut-être ce qui fait que le film est bon, hein, le fait de lui avoir mis ce frein de budget qui rend Alien comme Les Dents de la Mer de Spielberg avec ce requin qui ne marchait pas, du coup avec faut être débrouillard, faut travailler, faut machiner, et on arrive à faire 2 grands films. Ce qu'il ne fera pas avec son Prometheus pour moi, hein, mais j'y reviendrai, où là pour le coup il avait le budget et il s'est bien planté. Une forme vivante étrangère. Donc Giger, qui est suisse d'origine, qui est un peintre complètement fou et illuminé et qui crée depuis longtemps, et notamment au travers de son livre Necronomicon, des peintures de personnages biomécaniques, mi-homme, mi-machine. Les os sont éclatés. L'épave va tenir dans un décor entier, hein, clairement. À l'intérieur, on y voit des géantes colonnes vertébrales, des côtes, et oui, 3 entrées au dehors, dans lesquelles on voit rentrer les 3 personnages, hein, que sont Lambert, Kane et Dallas. 3 entrées qui ressemblent fortement à 3 vagins, il faut quand même le dire. En reprenant ces structures très familières du corps humain, hein, tout en les mélangeant avec des objets mécaniques, Giger va rendre le vaisseau étouffant, angoissant et encore une fois claustrophobe, nous renvoyant à nous-mêmes et notre propre mortalité. Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu dis de ça? Même le vaisseau étranger, hein, vu de loin, ressemble à un bout d'os posé sur le sol. Hein. Le fait de déranger visuellement dès que l'on voit ce vaisseau va bien sûr aider au suspense, hein, vu que le monstre l'alien ne se montrera que bien plus loin dans le métrage. Comme si ça avait explosé de l'intérieur.
Le pilote que découvrent les 3 astronautes reste une race extraterrestre faite d'os presque incrustés dans le fauteuil, momifié, comme s'il faisait partie intégrante du vaisseau au final. Il est d'ailleurs tellement bien filmé par la caméra de Scott qui se rapproche de celui-ci comme s'il allait se réveiller avec la petite musique de Jerry Goldsmith qui en rajoute un petit peu et du coup rajoute aussi du coup à nos angoisses. On voit bien sûr sur le squelette un trou au niveau du thorax sans comprendre pourquoi jusqu'à la découverte du puits. Il y a une couche de brume bleue qui recouvre les œufs et ça réagit quand on passe au travers. Donc Geiger va demander à la production bien sûr des os. Pourquoi pas? Donc des camions vont arriver venant d'abattoirs, des magasins qui vendent des fournitures médicales, des crânes humains, bref, vous avez compris. Les squelettes de serpents et les crânes de rhinocéros foisonnent dans le studio. L'alien doit prendre forme et Geiger y travaille. Envahi de cauchemars depuis sa plus tendre enfance, il faut savoir c'est un gamin qui est très angoissé et même adulte, voilà, il est toujours enfermé, toujours avec son blouson en cuir, il ne veut jamais exposer sa chair comme si on allait voir quelque chose dessous. C'est en commençant à mettre ses cauchemars sur papier que le calme va revenir dans sa tête. Il est obnubilé par des créatures qui l'attaquent pendant son sommeil. Il est envahi par la claustrophobie lui aussi, ce qui est très cher à Ridley Scott. Il dessine encore et encore et encore et il nous sort des peintures absolument extraordinaires. Il va créer les 3 phases de l'alien. D'abord le facehugger qui vit dans les œufs et dont Kane sera la victime, qui s'accroche au visage, pond à l'intérieur de vous un œuf avant de mourir, son but étant terminé. Kane, Le Chestburster, lui fut créé par l'équipe technique sous la supervision de Geiger et c'est l'alien en modèle réduit. C'est lui qui va sortir du corps après que l'œuf ait éclos à l'intérieur lors d'un repas dont on se souvient très bien. Cette scène d'ailleurs particulière et gore a été cachée aux acteurs, il faut le savoir. John Hurt était sous la table mais juste au niveau du buste. Tout le reste du corps était un faux corps et quand l'alien sort aspergeant ainsi tous les acteurs de sang, vous avez le regard de Veronica Cartwright qui joue Lambert. Je vous conseille de bien regarder son visage, de prendre sa dose de sang dans la gueule. Son hurlement, lui, est réel. Pour ce qui est de l'alien adulte, ultime, que Geiger va créer, il va être aidé pour la mâchoire, pour les petits élastiques, tout ça qui vont servir pour faire la gueule, par Carlo Rambaldi, l'homme derrière Dune et le King Kong de 76. Et Roger Deakins va lui s'occuper et aidera de tout ce qui est les petites formes des aliens, du Chestburster, du Facehugger et tout ça. Le facehugger vivant dans des œufs est une sorte d'araignée avec une queue puissante pour sauter au visage de ses futurs hôtes. Le décor rempli d'œufs avec sa couche de laser est tout bonnement stupéfiante. Aucun spectateur n'avait vu cela avant et pour cause. Cette saloperie est en train de bouffer la coque. Alors petit aparté, ce qui est vraiment étonnant quand on passe du premier Alien au Aliens, le retour de James Cameron, qui est lui aussi une vision et une autre vision portant la suite du premier, c'est que la créature va passer par le réalisateur à une fonction différente. Chez Cameron, c'est la reine avec ses soldats. Les aliens sont des soldats. On ne verra par exemple jamais une version de l'alien comme dans le premier film de Ridley Scott, alors qu'ils viennent bien des colons, donc ils sont humains, donc ils devraient avoir la même forme humanoïde. Là, ce n'est pas le cas. C'est une force brute, une sorte de Vietnam dans l'espace. Et les guerriers aliens n'ont pas ce crâne lisse, en tout cas pas tous sur le crâne, mais bien voilà des aspérités, des choses comme ça. Donc c'est assez étonnant que ça a été fait comme ça, que ça n'a pas été changé.
Alors, il faut savoir que si on était resté sur la version longue que voulait Ridley Scott, Alien le Retour était difficile à écrire, en tout cas pour Cameron, il n'aurait pas pu faire sa reine alien, puisque dans ce premier film, l'idée de base était que le facehugger et l'alien avaient une durée de vie limitée et devaient donc faire au mieux pour se reproduire au plus vite. Donc le facehugger s'attache à Kane, pond un œuf, meurt. Le Chasebuster éclot, sort du corps et grandit. Et l'alien devait utiliser dans un temps rapide toutes les formes de vie restantes pour les engluer, les faire devenir des œufs dans une transformation qui est montrée dans une scène coupée puis rajoutée dans le Director's Cut, malheureusement dans la version longue des Blu-ray, où Dallas par exemple est en train de se transformer en œuf. Vous avez Brett qui lui est déjà à moitié œuf, on voit plus que le bout de son crâne, ils sont tout englués de bave d'aliens, donc cette scène déjà ralentit le rythme final du film dans sa poursuite, et ce n'est pas plus mal qu'elle ait été enlevée pour que la saga continue sous une autre forme, en tout cas pour moi. C'est une autre vision, celle d'autres réalisateurs d'ailleurs pendant la suite, David Fincher aussi, Cette version longue, plus courte d'ailleurs et plus rythmée, enlève quand même le piment de la version cinéma et n'a d'intérêt que dans le sound design, où la scène de l'équipage qui écoute le message d'alerte pour lequel elle est réveillée donne quelque chose d'assez flippant. Mais c'est un director's cut qui pour moi n'en vaut pas la peine. Je reste sur la version cinéma, c'est comme ça que je l'aime. Une autre scène d'ailleurs va nous expliquer ce fonctionnement de la survie de l'alien. Alors comme on n'a pas vu la scène avec Dallas dans la version cinéma, du coup on a du mal à l'imaginer effectivement en voyant cette scène finale, mais quand Ripley est dans la navette à la fin, qu'elle se sent toute seule, elle va découvrir l'alien dans l'habitacle. Il est caché au milieu des tuyaux, son bras bouge, il semble baver plus que de raison, mais reste immobile, il ne l'attaque pas. Il se meut doucement, il reste caché à l'intérieur. On est en droit de penser qu'il est en train de mourir, qu'il est en train de s'auto-transformer en œuf. Il devient lui-même donc ce cocon qu'il a fait pour les autres, pour perpétuer le cycle des aliens. Il n'attaque finalement Ripley que parce qu'elle le fait sortir de son nid, et c'est comme ça qu'elle va s'en sortir. Mais ne reste pas là, va-t'en! Va-t'en, je t'en prie! Sors de là! Reste que chaque apparition de l'alien dans le film reste un choc visuel. Brett dans cette atmosphère moite et chaude, le chat qui recule. Vous avez aussi la scène de Dallas, bien sûr, dans les corridors angoissantes avec les violons de Jerry Goldsmith. Sors de là! Non! Non, pas par là! T'as l'air de l'autre côté, Dallas! L'attaque de Parker et Lambert, dont les mouvements lents et gracieux du monstre étonnent, et la scène est entendue par Ripley en plus que par les interphones. D'ailleurs, nous allons nous arrêter un petit moment sur cette scène. Nous avons Parker et Lambert qui sont en train de ranger les bouteilles d'oxygène. On voit l'ombre de l'alien. Lambert est figée, elle ne bouge pas. Fous le camp, Lambert! Parker lui dit de se bouger, mais elle n'y arrive pas. Il attaque donc l'alien mano à mano. Il prend un coup de queue, flac, il lui défonce le crâne avec sa bouche. Et on voit l'alien se tourner vers Lambert. Et là, la scène, elle coupe. On a le point de vue de Ripley qui, elle, est dans les corridors en train de courir vers eux. On entend les halètements, les cris de Lambert, et ça dure quand même un petit moment. Parker est mort en 2 secondes, Brett a été emmené en 2 secondes. Dallas, c'est pareil. Pourquoi Lambert, ça dure comme ça ? C'est tout simplement parce qu'elle subit un viol. On voit la queue qui passe entre les jambes de Lambert juste avant qu'on passe sur Ripley. Il faut s'en rappeler. Et quand vous avez Ripley qui va arriver, dans un superbe plan avec cette lampe qui est en bas, elle s'accroupit, elle les cherche.
et elle voit l'horreur. Et là, le plan que vous voyez, c'est Parker dans le fond qui est mort, hein, sa tête reposant avec du sang. Et surtout, au premier plan, vous avez des jambes. Et les jambes sont nues. Ce sont les jambes de Lambert. Elle a l'air d'être accrochée à quelque chose, hein, puisqu'elles sont ballantes et pleines de sang, mais elle est nue. Et ça implique un viol, puisque déjà la queue entre les jambes plus la nudité implique un viol. Donc l'alien est en plus sexualisé. C'est du Geiger tout craché. Je pense pas que Ridley Scott soit allé au bout de la scène, puisqu'on a beaucoup de scènes coupées où on voit l'acteur arriver vers elle à quatre pattes, machin, ça ne marchait pas. Et le fait de laisser cette scène comme ça, ça implique tellement de choses que c'en est génial, et c'est très bien comme ça. Le fait que l'alien puisse violer Lambert et donc impliquer sa sexualité, nous lâche dans la gueule une autre forme d'horreur, en plus du meurtre. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément la première fois. C'est quand on revoit le film souvent que tout d'un coup ce plan, moi, m'a choqué. Et pourtant la longueur de la souffrance et la nudité de Lambert en disent long, donc on ne peut pas se tromper. Une autre apparition de l'alien, magnifique et magnifiée par la musique de Jerry Goldsmith, et bien sûr celle du couloir devant la navette, au détour d'une jonction dans le vaisseau Nostromo, où l'alien dans toute sa splendeur semble attendre. Ripley tombe dessus, il doit doucement poser le chat et reculer sans se faire avoir avec cette lumière stroboscopique qu'elle a sur la gueule, et la face de l'alien qui arrive très lentement, et elle qui court pour essayer d'éteindre l'autodestruction, parce que voilà, l'alien est dans la porte, quoi. Alors les acteurs, seulement 7 mais pas des moindres, Sigourney Weaver dont la filmographie n'est plus à présenter, qui reviendra sur les 3 opus suivants dans un rôle bien sûr iconique, celui de Ripley, et qui deviendra encore plus avec le second volet. Elle y est ici fabuleuse, elle est glaciale d'abord, puis survivante, elle se battra jusqu'au bout. C'est elle qui domine malgré son supérieur Dallas dès le début, et Sigourney va s'imposer au monde, après le Annie Hall de Woody Allen, comme étant une actrice qui compte. Il a le dernier mot simplement parce que la compagnie veut qu'il l'ait. Depuis quand est-ce un règlement en vigueur? Tom Skerritt, donc Dallas, le capitaine du Nostromo, on sait dans le roman d'ailleurs qu'il couche avec Ripley. Il est le seul à avoir accès à Maman, l'ordinateur de bord. On a pu voir l'acteur dans la série télé Picket Fences de David Kelly, qui avait des titres français très oubliables, ou au cinéma dans les films comme Dead Zone de David Cronenberg, Top Gun de Tony Scott. Il a la voix dans le film de Jean Roche, qui est connu pour être la voix de Lando Calrissian dans l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, ou du capitaine Hastings dans la série télé Hercule Poirot avec David Suchet. Toi aussi, Lambert? Bien. Alors Veronica Cartwright, qui joue la deuxième femme d'équipage, a joué dans moult films. On se rappelle de sa prestation dans Les Sorcières d'Eastwick où elle dégueule des cerises pendant 5 minutes. Ouais. Chaque fois que Parker dit quelque chose, toi tu dis ouais, Brett, tu t'en rends compte? Ouais. Le grand Harry Dean Stanton est un putain d'acteur aussi, il joue Brett, le pote de Parker, toujours à demander des primes et des augmentations, ils sont à mourir de rire. Il a la voix d'Alain Dorval, celle de Stallone, et sa rencontre avec l'alien reste bien sûr dans les mémoires. Une scène coupée d'ailleurs au montage, montrait Parker et Ripley voir l'alien emporter le corps de Brett dans les hauteurs de la climatisation, d'où la phrase d'ailleurs que l'on voit dans la version cinéma, où Parker dit c'est que cette chose était énorme, donc ça veut dire qu'il l'a vu, pourtant Scott le montre pas. Je sais pas si c'était lui, mais c'était un monstre énorme. John Hurt, bien sûr aussi, un très grand acteur magnifique qui joue Kane, celui qui va accoucher de l'alien. Premier personnage à se réveiller, premier personnage à mourir. Il nous a quitté malheureusement en 2017, et ses rôles du Elephant Man de David Lynch, du The Hit de Stephen Frears, du Hellboy de Del Toro, Osterman Weekends de Peckinpah ou Monsieur Ollivander dans Harry Potter resteront dans les mémoires. J'aimerais bien bouffer autre chose, mais pour l'instant j'ai que cette nourriture alors. Philippe.
Nous avons aussi donc ce personnage qui a été créé par les producteurs, hein, Ash, l'androïde, Yann Holm. Là encore, c'est du lourd. Il joue une belle saloperie qui est la deuxième menace pour l'équipage, hein, donc l'androïde, puisque c'est lui qui laisse faire, qui laisse rentrer la bête pour pouvoir l'étudier. Il a ordre et but de garder l'organisme vivant avec comme instruction de l'ordinateur et surtout de la Weyland Yutani que l'équipage soit sacrifiable. Je ne vous mentirai pas sur vos chances de survie. Mais vous avez ma sympathie. Sa filmographie reste tellement énorme hein, qu'il est dur de choisir, mais bon, vous avez Les Chariots de Feu, vous avez Greystock, vous avez Brasil, vous avez Fromel, et bien sûr son rôle de Bilbon hein, dans les trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, qui sont de très bons exemples de tout ce qu'il a fait. Il a ici la voix de Jacques Thébault, hein, connu pour avoir été la voix de Robert Conrad dans les séries comme Les Mystères de l'Ouest ou Les Têtes Brûlées, et la voix de Patrick McGowan dans la série Le Prisonnier. Un vulgaire perroquet. Bah réagis mon petit. Tu crois que t'es un vulgaire perroquet? Ouais. Yaphet Kotto, doublé par Dag Varder lui-même, hein, Georges Aminel, décédé en 2021, va jouer Parker, toujours à se plaindre mais au rire communicatif. Il était un acteur qui marque. Il avait joué dans Brubaker, il a joué dans La Nuit des Juges, Running Man et Schwarzenegger. C'est le méchant de Vivre et laisser mourir, le James Bond avec Roger Moore. Et surtout, il est excellent en agent du FBI Alonzo Mosley dans le film Midnight Run de Martin Brest, le réalisateur du Flic de Beverly Hills 1. Il est hilarant et c'est sa relation avec Robert De Niro est très drôle. Pour finir, bien sûr, hein, le 8e passager, hein, il fut incarné par Bolaji Badejo, 2,18 m, un tour de taille très 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 fin. Ce sera son seul rôle et il mourra à 39 ans au Nigeria. Bon voilà, encore une fois, j'y reviens parce que c'est hyper important. Hein. On sait que c'est un grand compositeur et pourtant Jerry Goldsmith va vivre un véritable cauchemar sur le film. Il décide de composer une partition superbe et viscérale et pleine de lyrisme, mais Ridley Scott communique mal avec lui, voire peu ou pas du tout. Ils vont utiliser une musique temporaire de Jerry qu'il avait composée pour le film Freud de John Huston et placer des extraits de cette musique lors de scènes comme celle de Dallas dans Les Conduits. Même le superbe générique de fin est remplacé par un morceau non moins superbe mais pas de Jerry, la symphonie numéro 2 romantique d'Howard Hanson. Ici Ripley, dernier survivant du Nostromo. Goldsmith va écrire des morceaux, ne voudra plus du tout collaborer avec Ridley Scott hein, jusqu'à ce que Legend arrive et que les deux hommes discutent enfin. Alors, tout est expliqué bien sûr hein, dans le livre de Bruno Communal hein, qui, si vous l'achetez, viendra vous le livrer chez vous lui-même, restera une semaine à votre domicile pour y faire le ménage et la cuisine. Pour un petit plus monétaire, il peut même partager votre couche. Je dis ça, je dis rien. Alien restera bien sûr un classique du genre, hein, intemporel lui aussi, alors qu'il était destiné qu'à être un petit film de science-fiction au petit budget, comme tant d'autres d'ailleurs. Plusieurs thèmes et analyses partent dans toutes les directions, hein. Le film a été décortiqué sous toutes ses formes. Restons-en au visionnage d'une œuvre inégalée, mettant en scène une femme comme héroïne, une première pour un film du genre, un monument du cinéma. Le film sera bien sûr parodié hein, dans La folle histoire de l'espace où John Hurt, sous la réalisation de Mel Brooks, accouche à nouveau d'un alien en disant encore. Plusieurs autres hommages au fil des ans seront ainsi créés. Plusieurs opus suivront avec plus ou moins de réussite hein, et de nombreux jeux vidéo. Eux aussi plus ou moins réussis, continueront avec les films à prolonger cette angoisse, ce mythe, dont le mémorable jeu que je vous conseille, Alien Isolation, extrêmement flippant. Bon Alien se passerait même de notes tellement c'est un chef-d'œuvre dès les premières minutes. C'est bien sûr un 7/6, c'est inégalable. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, discutons-en, hein. Je regarderai vos commentaires et j'y répondrai comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt, pensez à vous abonner, bye bye. Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo. 3e officier au rapport.